Via son ministre de l'économie et de la relance, le Gabon a procédé le 4 octobre 2023 au remboursement d'environ 31,6 milliards de francs CFA, représentant le capital d'emprunt par appel public à l'épargne lancé le 13 septembre 2019. Le gouvernement de transition tient à rassurer les bailleurs de fonds internationaux sur la capacité du Gabon à toujours honorer ses engagements financiers. Selon le bulletin officiel de la Côte du 4 octobre 2023, l'encours des obligations EOG 6,25% net 2019-2014, dénommé EGA 05 de l'État gabonais a diminué à la suite de l'amortissement du principal et du paiement des intérêts générés. Une enveloppe de 31,2 milliards de francs CFA a été appuyée par l'État sur l'emprunt par appel public à l'épargne lancé le 13 septembre 2019 qui court jusqu'en 2024. Le pays vient ainsi d'honorer l'avant-dernière échéance de remboursement sur cette opération de collecte d'une enveloppe initiale de 100 milliards de francs CFA. Une bonne nouvelle pour les dauphins à bosse qui vivent au large du Gabon. Le Gabon est le premier pays africain à procéder en mi-août à un Debt for Nature Swap, c'est-à-dire un échange de dettes combinées à des engagements environnementaux. Les avantages pour Libreville sont les nouveaux titres affichant une maturité plus longue puisqu'ils arrivent à échéance en 2038 contre 2025 ou 2031 pour la dette ainsi rachetée. Nous avons besoin, en tout cas, si possible, d'implanter une centrale nucléaire. C'est à travers un mémorandum d'entente pour la construction d'une centrale nucléaire que le Burkina Faso et la Russie continuent de renforcer leurs liens de coopération. Jusqu'ici, l'Afrique du Sud était le seul pays africain à posséder une centrale nucléaire. Le vendredi 13 octobre 2023, Ouagadougou et Moscou ont signé un accord de construction d'une centrale nucléaire au Burkina Faso. La construction de cette centrale nucléaire a pour objectif de couvrir les besoins énergétiques des populations burkinabées. Le Burkina Faso est un pays sahélien où moins d'un quart de la population a accès à l'électricité. Selon des chiffres de la Banque africaine de développement BAD, seuls 22,5% des Burkinabés, à savoir 67,4% en zone urbaine et 5,3% en milieu rural, avaient accès à l'électricité en 2020. C'est à l'occasion de la semaine russe de l'énergie tenue à Moscou que le ministre de l'énergie du Burkina Faso, Simon-Pierre Bossim, et le directeur général adjoint de l'agence nucléaire Rosatom, en la personne de Nicolaï Spassky, que cet accord a été signé. Selon le ministre de l'énergie du Burkina Faso, Simon-Pierre Bossim, le défi du pays des hommes intègres est de doubler la production d'électricité en 2030, ce qui leur permettra de booster l'industrialisation de l'Afrique. Notons néanmoins que le Burkina Faso importe une grande partie de son électricité de la Côte d'Ivoire et du Ghana voisin. Le ministère des Transports obtient la levée du mot d'ordre de grève après 3 jours de négociations. La Confédération générale des syndicats des transports du Cameroun a finalement levé le mot d'ordre de grève à l'issue du langage de concertation avec le MINAT. Sous l'égide du ministère de l'administration territoriale, le gouvernement a obtenu de la Confédération générale des syndicats des transports du Cameroun une levée de mot d'ordre qui devra démarrer dès le 19 octobre 2023. Les concertations entamées le vendredi 13 octobre se sont poursuivies les samedis 14 octobre et les dimanches 15 octobre pour finalement aboutir à la levée de la grève qui a été annoncée le 5 octobre dernier. L'ensemble des transporteurs du Cameroun avait au total 14 points de revendication à l'intention du gouvernement. Au terme du dialogue engagé avec les membres du ministère de l'administration territoriale, 6 d'entre elles ont été jugées pertinentes par les différents partis. Des revendications à savoir la signature de l'expansion de la convocation collective du secteur des transports routiers, le règlement des droits des travailleurs du chantier naval du Cameroun licenciés pour motif économique.
Les points restants seront progressivement examinés par l'administration territoriale dans un communiqué. Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, a lancé hier, 12 octobre 2023, un rapport avec la Journée africaine de lutte contre les faux médicaments, une traque aux vendeurs des médicaments de la rue. D'après l'Organisation mondiale de la santé, plus de 116 000 décès en Afrique subsaharienne seraient dus à la consommation de faux produits médicaux. La contrefaçon des médicaments est un phénomène en partie mafieux et en pleine expansion depuis la fin des années 1990. Si la falsification des médicaments est donc la définition la plus large qui englobe la contrefaçon et permet un champ d'action plus étendu, les faux médicaments peuvent être très dangereux pour la santé, et ce pour diverses raisons. Au vu de l'importance du médicament, de sa nature délicate, des impératifs de sécurité et d'innocuité, le gouvernement de la République a réglementé sa distribution au Cameroun. L'État, sous la houlette de Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, comme vous le savez, œuvre depuis continuellement à l'amélioration de la disponibilité et de l'accessibilité du bon médicament. Selon les chiffres du ministère de la Santé publique, le Cameroun perd près de 33 milliards de francs CFA par an à cause de la vente des faux médicaments. Les malades, faute de moyens ou de bonnes informations, se tournent vers ces médicaments-là qui, selon les spécialistes de la santé, n'ont aucun effet positif ou encore bénéfice sur la santé. Des médicaments peu coûteux sur le plan économique, mais très coûteux en ce qui concerne la santé des organes humains. Au-delà d'être mortels, les médicaments de la rue, selon les médecins, peuvent générer chez le patient des maladies chroniques telles que l'insuffisance rénale, des maladies cardiovasculaires et bien d'autres. 10 août 1990 portant exercice et organisation de la profession de pharmacien au Cameroun en ses articles 15 et 13 qui définit le médicament et le monopole du pharmacien, reprime l'exercice illégal de la pharmacie en son article 16, interdit en son article 53 l'étalage et la distribution de médicaments sur la voie publique dans les foires ou marchés à toute personne, même titulaire du diplôme de pharmacien. Les médicaments sont inventés sous forme de comprimés le 28 juin 1875 par Stanislas Limousin. Les médicaments sont des produits utilisés pour éviter une maladie, la soigner, la guérir ou encore calmer une douleur. Plus clairement, le terme médicament rime avec traitement, raison pour laquelle il serait judicieux d'évaluer ou encore d'analyser la qualité de ces produits qui ont pour mission de guérir, histoire de mettre en sécurité les populations. Vous ne pouvez pas construire un État avec des jamboteurs. La conscience ne détermine pas la réalité sociale, mais plutôt la réalité sociale qui détermine la conscience. En suivant cette trajectoire, la conscience collective africaine et camerounaise en particulier se laisse progressivement déterminer par la montée des sociétés de paris sportifs. Jeux de hasard ne découlant pas du hasard, les paris sportifs s'insèrent dans les habitudes du public. Jeunes comme personnes âgées, tout le monde veut parier ou veut apprendre à parier. Il y a les paris sportifs dans plusieurs disciplines, que ce soit la course au cheval, que ce soit la course des motos, la course des voitures avec le rallye. Il y a également le football, le basketball. Aujourd'hui, on voit que le paris sportif touche presque toutes les disciplines. Et en Afrique, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui pousse les Africains à être fans de ces paris. Moi, je vois beaucoup. Oui, l'engouement, c'est beaucoup plus le contexte de pauvreté, en fait. C'est l'un des éléments qui est. C'est vrai qu'en dehors de la pauvreté, il y a aussi la passion. Mais la passion, c'est beaucoup plus dans les pays qui ont atteint un certain niveau de développement. Parce que les pays qui ont atteint un niveau de développement, eux, ils font les paris par passion. Ils sont passionnés de ce qu'ils font. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, ils ne savent même pas quoi faire avec. Ils se lèvent un beau matin, ils disent qu'ils parient.
parce qu'il a suffisamment. Il ne parie pas parce qu'il est bête, parce qu'il a suffisamment. Il veut un peu éponger sa richesse. Aujourd'hui, il y a une dynamique qui fait en sorte que les footballeurs, n'est-ce pas, sont des modèles de la réussite sociale. Les fémans sont des modèles. Ceux qui, à travers des paris, ont su gagner des centaines de millions, deviennent maintenant des modèles. Et il y a déjà donc une trajectoire qu'empruntent les jeunes, n'est-ce pas, pour pouvoir accéder aussi à ce mode de vie-là. Et les paris sportifs, justement, se présentent donc comme un enjeu, n'est-ce pas, de facilitation, n'est-ce pas, pour atteindre cet idéal-là. On a l'avancée des réseaux sociaux, l'hypermédiatisation des paris sportifs, pour être un peu plus englobant. Cette hypermédiatisation des paris sportifs à travers ceux-là qu'on a appelés, je les mets entre guillemets, influenceurs, et même certaines chaînes de télévision ou de radio qui sont assez écoutées, qui en longueur de journée, en longueur de minutes, font la publicité de tel ou tel pari sportif à travers des comptes promo. Vous allez voir un influenceur qui a des milliers et des milliers d'abonnés, donc la majorité constitue la jeunesse. Et à chaque publication, il vous dit en bas, qu'elle soit écrite ou visuelle, utilisez mon compte, mon code promo, tout ce qu'il dira, tout ce qu'il fera. Tous ses abonnés suivent également et font ce qu'il a demandé de faire. Faisant partie intégrante du quotidien des communautés, les jeux de paris sportifs semblent poser plus de problèmes que de résolution aux besoins des parieurs. Le besoin qui ne relève pas toujours de l'agréable, parfois de l'utile. Certains déterminent l'organisation de leurs habitudes journalières en mettant au centre de leurs actions les jeux de paris sportifs. Que la plupart des joueurs n'ont pas d'emploi au préalable, contrairement à ceux qui vont se tourner vers le pari sportif pour compléter ou arrondir leur fin de mois. Il y en a qui pensent qu'ils pourraient carrément ou quasiment vivre de ça parce que je maîtrise 2-3 choses sur le football, parce que je supporte telle ou telle équipe, je me dis que je peux vivre du pari sportif, particulièrement du pari foot. Je me dis ok, il y a championnat ce week-end, je vais miser sur mes 5 équipes préférées, et le peu d'argent que j'aurais eu, que je n'ai même pas travaillé, que quelqu'un m'a remis, que j'aurais pu investir ailleurs, je vais l'investir là. Et parfois, c'est des pères de famille, c'est des pères d'enfants. Oui. Au final, le week-end fini, tous ces tickets, comme ils disent souvent, sont dans l'eau. On est triste. Et si vous allez donc lui faire le reproche d'avoir investi dans le pari sportif au lieu d'avoir peut-être mis sur pied une activité, et là vous écopez donc de toute sa colère. Donc il va de soi que ça devient une alternative économique pour pouvoir arrondir les fins de mois. Donc l'adhésion populaire, ou du moins l'adhésion que les populations ont vis-à-vis de ça, c'est parce qu'ils sont dans une situation de survivance. Et donc, pour lutter contre la pauvreté et pouvoir survivre, on voit en ces paris sportifs une opportunité. Mais maintenant, il y a une question sous-jacente, comme vous l'avez dit. Mais pourquoi se fait-il que dans un territoire comme le nôtre, où les populations n'ont rien à voir avec peut-être les conflits qui se jouent autour du football, moi j'appelle ça la géopolitique du football, où en réalité, il y a le Barça, le Real, où le Barça représente la classe des pauvres, la classe justement des paysans, si on peut dire ça, la gauche contre la droite, on peut dire ça ainsi, la classe élitiste, le Real. Et du coup, il y a une compétition entre ces classes qui se joue au travers du football.
Et on voit comment là, il y a une instrumentalisation du football pour la concrétisation des rapports de force sociale entre des communautés. Des opinions plus averties attestent que la montée des entreprises des paris sportifs dans notre contexte entretient la mondialisation qui plongerait la jeunesse africaine dans la perte d'affirmation de soi. Oisiveté, délinquance, désir, des mobiles de perte de repères d'une construction de société plus actrice que spectatrice de son histoire. Parier n'est plus seulement le fait de tenter de gagner gros en passant par le risque, c'est aussi participer à une géopolitique de domination. Et il y a une situation qui s'est passée, l'État était économiquement stable à un moment donné de son histoire, dans les années 80. Il avait une croissance de 2 chiffres, 16%. Cet État fait face à une crise. Et cette crise le met sur ajustement. Et donc l'État qui éduquait, l'État qui était pourvoyeur d'emploi, l'État qui était providentiel, n'est plus capable de satisfaire ce type de choses. Conséquence, c'est que, on a parlé de l'éducation tout à l'heure, la rue devient un pédagogue alternatif, les réseaux sociaux deviennent des pédagogues alternatifs, les bandes, ces gangs qui sont un peu, deviennent des pédagogues alternatifs. Donc, comme l'État, la nature a horreur du vide, le vide sur le plan éducationnel que l'État a laissé, ces pédagogues alternatifs qui sont parfois des charlatans vont éduquer ton enfant. Et à partir du moment où ils éduquent ton enfant, tu vois que tu vas perdre. Donc, j'illustrerai ici là, la faillite du système social pour dire que ce n'est pas seulement la faute de l'État, mais c'est également la faute du système international. C'est également la faute des populations locales qui ne parviennent pas justement à prévenir leurs enfants de ces avatars de la mondialisation. Le problème principal des paris sportifs, je pense que c'est l'addiction. C'est l'addiction. Je ne trouve pas de mal à ce qu'une personne joue. Je ne trouve pas de mal tant que ça peut l'aider sur certains points de sa vie. Oui. Il y a certains, ça aide à avoir peut-être un taxi pour venir à l'école et tout. Oui. Bon. Quand quelqu'un, une fois, il a parié, c'est pas 10 000, a gagné plus de 200 000. Bon, vous voulez qu'il s'arrête comment? C'est pas évident. Il y a eu un buzz une fois d'un homme qui a gagné un peu plus d'1 milliard. Bon, vous, à votre place, comment est-ce que, à cette période-là, vous-même, vous avez été tenté? Tout le monde a été tenté. 1 milliard, donc, il a gagné, il a parié, je ne sais pas si, voilà. Avec un franc, tu gagnes 1 milliard. Non. Je ne sais pas par quelle alchimie vous ne voulez pas que les gens gagnent autant. La population camerounaise a pris le pari sportif un peu comme une sorte d'investissement ou alors de cotisation. C'est écrit, c'est là simplement pari. Donc, quand il y a pari, c'est qu'on peut gagner, qu'on peut perdre. Mais dans notre pays, c'est la cotisation. Hein. Quelqu'un mise, il a commencé à faire les plans avec l'argent qu'il a misé, sans avoir le résultat. Bon, du coup, une fois qu'il perd, il est déséquilibré à tous les niveaux. Physiquement, il n'est plus là, mentalement, il n'est plus là. Facteur d'endoctrinement ou d'assouvissement des besoins, il est évident que les jeux de paris sportifs suscitent une attention de régulation et de ne point s'inscrire dans le capitalisme incontrôlé à tous les prix, tout en sacrifiant les normes sociales. Contrôler ce capitalisme tous azimuts consiste à faire de la jeunesse un facteur de production. On voit les championnats comme le championnat égyptien, le championnat marocain, ce sont les championnats qui sont en train d'évoluer. Et d'ici peu, ils risquent même concurrencer avec les Européens. D'ici peu, les Européens quitteront là-bas pour venir jouer en Égypte. Je crois que nous, les Africains, on n'a pas assez perçu un élément très important, c'est que il y a une géopolitique qui se joue dans le football. Le football est un enjeu de puissance. Et les gens qui mettent de l'argent derrière l'entreprise du football
C'est parce qu'ils savent que ça va s'inviter dans les imaginaires collectifs et à partir de là, on va pouvoir écouler nos produits. Je pense que dans chaque culture, il y a des interdits et que ces interdits ne sont jamais fixés par les enfants ou alors que ces interdits ne sont jamais fixés par les adolescents. On naît, on grandit et on nous éduque par rapport à ces interdits-là. On va nous dire, avant tel âge, il ne faut pas faire ci ou ça. Lorsqu'on est un homme, il ne faut pas faire ci ou ça. Lorsqu'on est une femme, voilà ce qu'on ne devrait pas faire. Donc, c'est à chaque parent de dire à son enfant, tu ne devrais pas jouer au paris sportif tant que tu n'as pas 21 ans. Ou alors, même quand tu auras 21 ans, il ne faudrait pas participer à cela de telle ou telle manière. Quand tu vas jouer, il faudra avoir tel montant et parie peut-être le 1/3 de ce que tu as. Oui, maintenant on dira qu'il y a que l'enculturation ne se limite pas à ce qui est fait à la maison. Il y a les groupes de paix, il y a toutes ces personnes qu'on rencontre, que ce soit dans la rue, à l'école et même à l'église, même lorsqu'on va dans les stades. Du coup, on aura une autre éducation qui vient s'imbriquer dans l'éducation qu'on a, dans notre éducation de base. Oui. Et là, c'est ce qui pourrait créer problème. Il faudra donc que l'éducation de base soit suffisamment solide pour que les autres instances d'enculturation ne viennent pas empiéter sur ce que nos parents nous auraient appris au préalable. Rappelons que les jeux de hasard sont encadrés par la pénalité camerounaise à son décret du 18 juillet 2019 précisant les modalités d'application de la loi numéro 2015/012 du 16 juillet 2015 fixant le régime des jeux de divertissement, d'argent et de hasard. En revanche, elle interdit les personnes de moins de 18 ans à s'y intéresser. L'Afrique gagnerait à penser son développement sur l'intelligence de l'innovation et moins sur le hasard pour gagner gros.